Merci à vous de nous rejoindre dans l'édition de l'information de ce jeudi sur A12. Voici les titres du journal. Le chancelier allemand Olaf Scholz était hier mercredi en visite à l'Élysée à Paris. Au cœur de ces discussions avec le président Macron, les divergences qui persistent entre Paris et Berlin sur des questions de coopération bilatérale. Bruxelles et Skopje ont signé un accord de coopération sécuritaire dans le cadre du programme Frontex. La Macédoine du Nord marque ainsi un pas supplémentaire dans son rapprochement avec l'Union européenne. Et en Russie, Vladimir Poutine supervisait personnellement des exercices militaires nucléaires de son armée, visiblement un message adressé aux alliés occidentaux de Kiev. Le chef de l'État français Emmanuel Macron et le chancelier allemand Olaf Scholz se sont rencontrés ce mercredi au palais de l'Élysée à Paris. Les échanges entre les deux dirigeants ont notamment porté sur des divergences sur les questions de politique énergétique et diplomatique. Le couple franco-allemand a du plomb dans l'aile. Mais comment aplanir les divergences ? C'était l'objectif de la rencontre à l'Élysée entre le président français et le chancelier allemand ce mercredi. L'Europe a plus que jamais besoin d'une relation forte entre ces deux moteurs, mais l'alchimie qui fonctionnait entre Emmanuel Macron et Angela Merkel s'est éteinte avec Olaf Scholz. Le dialogue a été amical et constructif selon les deux parties. Pourtant, Berlin et Paris ont de nombreuses divergences sur l'énergie, la défense, le nucléaire, sur plusieurs projets industriels communs. Mais le simple fait que cette visite ait eu lieu est un pas en avant, après le report en janvier d'un conseil des ministres franco-allemand qui devait se tenir ce 26 octobre en France. Seulement 24 heures après avoir été confirmé au poste de chef du gouvernement britannique, le conservateur Rishi Sunak faisait face ce mercredi à la fronde de l'opposition travailliste. Pas question pour le successeur de Liz Truss de convoquer des élections générales qui risqueraient de voir son parti se faire éjecter. Retour sur l'ambiance qui a prévalu à Westminster. Le nouveau Premier ministre britannique a fait face ce mercredi pour la première fois de son mandat aux questions des députés. Un exercice politique particulier dans un hémicycle où l'opposition a décidé de l'attaquer frontalement. Le leader travailliste Keir Starmer a remis en question la politique et la légitimité de Rishi Sunak, qui est arrivé au pouvoir après un vote interne au Parti conservateur et non pas à l'issue d'élections. Même son propre camp sait qu'il n'est pas du côté des travailleurs. C'est pour cela qu'il a été battu par l'ancienne première ministre, la seule fois où il s'est présenté à une élection. Alors pourquoi ne laisse-t-il pas les travailleurs s'exprimer et ne convoque-t-il pas des élections générales ? Rishi Sunak, troisième chef de gouvernement en 50 jours, s'est défendu face au pic de l'opposition. Notre mandat est basé sur le manifeste sur lequel nous avons été élus, une élection que nous avons gagnée en 2019, je vous le rappelle, et qu'ils ont perdu. Un mandat qui dit que nous voulons un système social plus fort, de meilleures écoles, des rues plus sûres, le contrôle de nos frontières et le nivellement par le haut. Rishi Sunak exclut tout scrutin anticipé qui serait dévastateur pour son parti, distancé dans les sondages par les travaillistes. Ces arbitrages budgétaires très attendus dans le contexte de crise économique et sociale seront présentés à la mi-novembre. La Macédoine du Nord et l'Union européenne travailleront désormais de concert pour le renforcement de la sécurité transfrontalière aux portes de l'Europe. Ce mercredi, un accord en ce sens a été signé à Skopje dans le cadre de l'opération Frontex. Une signature historique qui rapproche Skopje de Bruxelles. Le gouvernement de Macédoine du Nord et l'Union européenne ont conclu un accord de coopération pour la surveillance des frontières dans le cadre de Frontex, l'agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes. Ursula von der Leyen est en visite pendant 4 jours dans les Balkans, une région désireuse d'intégrer l'UE. Le processus de négociation prend de l'ampleur et a fait du bon travail et finalement également vis-à-vis de votre langue, explique-t-elle. Je vous ai promis que l'accord frontière signé serait traduit en langue macédonienne, sans note de bas de page, sans astérisque, sur un pied d'égalité avec les 24 langues de l'Union européenne. Et aujourd'hui, nous avons tenu parole.
Frontex mène déjà des opérations conjointes avec d'autres pays de la région qui se trouvent sur la fameuse route de l'immigration clandestine des Balkans. Pendant ce temps, plus de 25 000 migrants sont toujours bloqués à la frontière entre la Grèce et la Macédoine du Nord. Le pays a fait entrer 170 personnes ce mercredi, syriennes et irakiennes, les seules nationalités à avoir le droit de continuer plus au nord. Direction l'Italie où le Sénat a validé ce mercredi le gouvernement formé par la nouvelle première ministre Giorgia Meloni. 115 sénateurs ont donné leur quitus à la vainqueur du scrutin législatif du 25 septembre dernier qui, devant la Chambre haute du Parlement, a réitéré son alignement sur la politique commune de l'Europe en matière de défense. Giorgia Meloni remporte aisément le vote de confiance du Sénat. 115 sénateurs se sont exprimés en faveur du nouveau gouvernement, alors que seuls 104 votes étaient nécessaires pour atteindre la majorité. La nouvelle première ministre s'est une fois encore employée à rassurer Bruxelles et les partenaires de Rome, inquiets à la perspective d'un gouvernement d'extrême droite en Italie. En Ukraine, il y a une guerre d'agression que nous ne pouvons pas accepter. Je ne peux pas l'accepter parce que j'ai toujours défendu le principe de l'autodéfense. La paix s'obtient en soutenant l'Ukraine, en permettant à l'Ukraine de se défendre. C'est la seule possibilité que nous ayons pour que les partis en présence décident de négocier. Avec ce vote, Giorgia Meloni achève la procédure qui fait d'elle la première femme à la tête d'un gouvernement italien et la première coalition conduite par l'extrême droite en Italie depuis la Seconde Guerre mondiale. Pendant ce temps, en Russie, le président Vladimir Poutine supervisait personnellement des manœuvres d'entraînement des forces de dissuasion nucléaire de son armée. Des tirs de missiles balistiques de croisière ont été effectués sous le regard vigilant du maître du Kremlin, et ce alors que les troupes de Moscou marquent le pas en Ukraine. La télévision russe diffuse des images où Vladimir Poutine supervise l'entraînement des forces de dissuasion nucléaire russes. Les exercices ont eu lieu ce mercredi et le président russe y assistait depuis une salle de contrôle. Ce type d'entraînement est mené périodiquement, mais ces exercices-là interviennent au moment où l'offensive russe en Ukraine marque le pas. Selon le Kremlin, des lancements pratiques de missiles balistiques et de croisières ont été effectués. Ces exercices des forces de dissuasion stratégique se déroulent par ailleurs alors que la Russie accuse l'Ukraine de préparer une bombe sale, c'est-à-dire des explosifs conventionnels entourés de matériaux radioactifs. Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, assure que Kiev se prépare à un acte terroriste de sabotage. Les alliés occidentaux de l'Ukraine redoutent que de telles accusations servent de prétexte à Moscou pour une escalade du conflit. Au Tchad, la tension demeure vive dans le débat politique malgré un retour précaire au calme. Au signe de cette crispation, la décision de la rébellion des FACT dont le numéro 1, Mahamat Mardi Ali, annonce récuser le médiateur congolais Félix Tshisekedi. TV5 Monde l'a joint par téléphone hier mercredi. L'onde de choc des manifestations du 20 octobre au Tchad, de la cinquantaine de morts qu'elles ont engendrées, a touché toute la communauté économique des États de l'Afrique centrale. En 5 jours, celle-ci a organisé un sommet extraordinaire à Kinshasa et a désigné le président Tshisekedi comme facilitateur. Le président congolais n'a d'ailleurs pas caché la difficulté de la tâche. Et le défi à relever majeur, car il s'agit à présent de remettre la transition sur de bons rails avec le peuple tchadien. Problème, contacté par TV5 Monde, le principal groupe rebelle tchadien, le FACT, ne veut pas de cette facilitation. La communauté économique des États d'Afrique centrale prend le dossier tchadien et c'est elle qui va essayer de régler ce problème-là. Non, la communauté économique de l'Afrique centrale avait ce dossier depuis longtemps et elle n'a pu rien faire.
Et on demande que les problèmes tchadiens soient élevés à l'instance supérieure qui est l'Union africaine. Par ailleurs, le FACT, qui n'a pas pris part au dialogue national, dément être lié aux manifestations du 20 octobre. Une réponse au président Déby. Dans une allocution officielle, celui-ci a dénoncé une opposition entrée en collusion avec les groupes politico-militaires pour fomenter, selon lui, une insurrection et un coup d'État. Ce qui s'est passé le 20, c'est un pur et simple massacre des populations, des manifestations civiles. Et nous n'avons aucun lien avec ces gens-là. Et même s'il y a collision, est-ce qu'ils mériteraient cette exécution sommaire ? Après avoir organisé un dialogue national et s'être fait introniser président de transition pour 2 ans, cette journée de manifestation meurtrière a brusquement mis Mahamat Idriss Déby sur la défensive. Il doit maintenant affronter les condamnations de l'Union africaine, de l'Union européenne et de nombreuses ONG. Des coups de feu ont encore retenti ce mercredi en Iran et plus précisément à Saqqez dans le Kurdistan d'où est originaire Mahsa Amini. Les manifestants commémoraient le 40e jour du deuil de la jeune fille de 22 ans morte en garde à vue après son arrestation par la police des mœurs. Le nombre total de personnes tuées depuis le début de la contestation s'élèverait à 141 morts selon des ONG. Selon les images qu'on a pu voir, il y avait énormément de monde, peut-être des milliers et des milliers de personnes qui se sont rendues à pied donc au cimetière où elle est enterrée. Des slogans contre le pouvoir ont été lancés par cette foule qui s'est réunie et qui est venue d'un peu partout. Il y avait des embouteillages monstres et donc les gens se sont rendus à pied, faisant quelquefois plusieurs kilomètres pour se rendre sur la tombe de Mahsa Amini avec des slogans contre le pouvoir. Et à la fin de ce rassemblement, il y a eu des affrontements très violents, notamment des tirs donc de part et d'autre. Selon les médias officiels iraniens, il y a eu des affrontements entre des forces armées et donc des membres des groupes contre-révolutionnaires qui ont tiré contre les forces de l'ordre, alors que dans les premières heures, le rassemblement s'était plutôt déroulé dans le calme, avec notamment des slogans contre le pouvoir. Au Burkina Faso, le gouvernement du Premier ministre Apollinaire Kelem est désormais entré en fonction. Parmi les 23 membres du commando de la première équipe gouvernementale de l'ère Traoré, 5 ministres issus du dernier gouvernement ayant travaillé sous la coupole du lieutenant-colonel Damiba. Plus de précisions dans cet élément. Au Burkina Faso, la rupture avec l'ère Damiba n'est pas totale. 5 ministres du gouvernement dissous le 30 septembre 2022 ont été reconduits à l'occasion de la désignation du nouveau gouvernement intervenu ce 25 octobre, notamment Bassolma Bazié, maintenu au ministère de la fonction publique et du travail, mais élevé au rang de ministre d'État. Olivier Ragna-Newende Rwamba, qui a conduit toutes les négociations avec la CEDEAO sur le chronogramme et le délai de la transition, conserve également son poste au ministère des Affaires étrangères, de la coopération régionale et des Burkinabés de l'extérieur. Ces ministres ont été reconduits dans le but et dans l'espoir de faire en sorte que les actions que ces ministres ont déjà entamées dans leur ministère, ces actions soient consolidées et renforcées, notamment dans la réforme de la fonction publique et dans la recherche de partenariats à l'extérieur. Ces partenariats qui doivent être d'ordre militaire, ces partenariats qui doivent être d'ordre économique. L'équipe désignée par le Premier ministre Apollinaire Joachim Keliem de Tambela concède 2 postes clés à des militaires. Le ministère de la Défense, occupé par le colonel-major Kassoum Koulibaly, et celui de l'administration territoriale et de la sécurité, qui revient au colonel Boukaré Zungrana. C'est un militaire spécialiste des eaux et forêts qui coiffe le ministère de l'Environnement, de l'eau et de l'assainissement. Face à la recrudescence du terrorisme, les questions sécuritaires occupent une place centrale dans les défis de ce nouveau gouvernement. Et les attentes des populations pour ce gouvernement sont de 2 ordres. La lutte contre l'insécurité et la lutte contre l'inflation. Sur le plan de l'insécurité, il faut faire en sorte que le gouvernement puisse récupérer l'intégrité du territoire national ou tout au plus 90% du territoire national. Sur le plan de l'inflation, il faut faire en sorte que le prix du carburant soit baissé et que les prix des produits des denrées alimentaires aussi soient baissés.
Les assises nationales avaient recommandé un gouvernement réduit au plus à 25 ministères pour réduire le train de vie de l'État. Défi relevé pour le Premier ministre qui a constitué une équipe de 23 ministres avec 5 postes attribués à des femmes, à l'instar de Aminata Zerbo-Saban qui est à la tête du ministère de la Transition digitale, des Postes et des Communications électroniques. En Côte d'Ivoire, les festivités de la Journée mondiale du patrimoine audiovisuel ont débuté hier par un panel sur l'archivage numérique des supports audiovisuels du pays. La cérémonie officielle se déroule depuis ce jeudi matin au sein de la télévision ivoirienne sous le parrainage de l'honorable Abo Faustin. Toujours en Côte d'Ivoire, la 3e édition de la foire internationale de Treichville aura lieu du 2 au 11 décembre prochain à Abidjan, dans la commune organisatrice, donc Treichville. L'annonce a été faite par la commissaire générale adjointe de l'événement. C'était au cours d'une conférence organisée ce mercredi 26 octobre à Abidjan. Les couleurs de la 3e édition de la Foire internationale de Treichville FIT ont été lancées le mercredi 26 octobre dernier au cours d'une conférence de presse qui s'est tenue à la salle de mariage de la mairie de la dite commune. Écologie, impact de l'artisanat sur l'environnement est le thème de cette 3e édition et le Ghana est le pays invité. Cette 3e édition qui se tiendra du 2 au 11 décembre prochain connaîtra plusieurs innovations selon la commissaire générale adjointe de cette foire. Alors au niveau du programme de la FIT de cette année, nous avons des formations en batik. Nous avons un formateur batikier sénégalais qui sera là pour donner des formations à des personnes qui seront vraiment intéressées. Nous avons un atelier enfant, c'est-à-dire initier les enfants à l'art depuis tout petit. Nous avons aussi le volet Festi-Fit, qui est la partie la plus intéressante parce que l'ambiance, la gastronomie et tout ce qui est prestation d'artistes. Vu qu'elle se tiendra dans la commune d'Assassa, les autorités municipales comptent appuyer financièrement la FIT. Au nom du ministre François Armicha, maire de la commune de Treichville et de son conseil municipal, vous réitérez encore une fois de plus combien de fois nous sommes heureux de passer ces moments avec des jeunes de Treichville, des artisans de Treichville. L'an passé, le ministre lui-même a accompagné en donnant un soutien pour le jour de la cérémonie de 500 000 francs. J'ose bien espérer que cette année, avec tout ce que vous êtes en train de vendre, la belle image de la commune de Treichville, nous devons, au-delà de l'appui institutionnel, être des partenaires privilégiés pour mieux présenter la commune de Treichville, la commune d'Assassa. Je voudrais que cette 3e édition soit une réussite. C'est donc terminé pour l'édition de l'information de ce jeudi. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous demain pour un autre point de l'actualité sur A12. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.